Salut à tous et bienvenue à l'épisode numéro 3 de Fig le Mag. Donc je continue sur ma lancée, il y aura encore un Fig numéro 4 la semaine prochaine et puis après je me poserai un petit peu, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, essayer de faire un débrief, mais quoi qu'il arrive je pense que je vais continuer le magazine. Après je ne sais pas encore quelle forme il aura, mais en tout cas je vais encore tester des choses même dans le numéro 4, on verra ça, mais en tout cas pour le numéro 3 on plonge directement dans le menu. Donc tout d'abord pas mal d'actualités, on va parler de Star Wars Légion, surtout la distribution française. Ensuite on va parler pas mal de distribution dans ce numéro de Fig. Il y aura aussi Mars Code Aurora, voilà, qui enfin touche Iggy TV. Voilà, ça c'est de la faute de Grégory, que j'étais un petit peu trop exposé. Voilà, maintenant je suis contaminé. Attention à vous. Ensuite, on parlera aussi de distribution à nouveau sur Dystopia Noir, parce qu'il y a de très bonnes nouvelles sur Dystopia Noir. Pour finir, on parlera pas mal de ce problème actuel sur la TVA, qui est un problème qui va se répercuter, je pense, encore longtemps, avec et le Brexit et la TVA. Donc on reviendra dessus. Ça va être une bonne partie du dossier. Et puis après, pour faire un petit peu rêver les gens, on va parler aussi d'un des dragons du Kickstarter d'Archon Studio. Voilà, bon magazine à vous. Alors en ce qui concerne l'actualité du monde de la figurine, et donc du coup première bonne nouvelle, on va enfin avoir toutes les vagues qui étaient maudites de Star Wars Légion. Donc à savoir, dans l'ordre, on avait Sabine, les rebelles vétérans et les Tauntaun Riders. Ça c'était pour évidemment les petits rebelles. On sent que je joue plutôt Empire. Et après pour l'Empire, on a immanquablement Bossk et surtout les Short Troopers, parce que les Short Troopers c'est une unité de troupes, et c'est vrai que c'est une unité de troupes qui est vraiment plus rentable que les Stormtroopers classiques, sans compter le petit mortier là, et puis bien sûr aussi les Dewback. Donc je ne sais pas dans quel ordre on va recevoir ces extensions, est-ce qu'elles vont toutes sortir en même temps, est-ce que ça va être peut-être en deux vagues, c'est assez difficile de savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a vu une image du produit traduit, donc voilà, l'image du Tauntaun traduit, et en je ne sais quelle langue, et en français. Je pense que ça doit être de l'espagnol. Donc espagnol-français, désolé si c'est pas le cas, eh bien c'est plutôt bon signe. Enfin on va avoir cette série-là. Alors sachant que les Short Troopers par exemple sont indisponibles aux US, est-ce qu'il y aura un pré-tirage, enfin un tirage qui sera fait exprès pour la France? Est-ce qu'ils vont en profiter pour en refaire? J'avoue que je me pose un petit peu les questions là-dessus. En tout cas ce qui est certain, c'est que les Short Troopers, c'est vraiment quelque chose que tout le monde attend avec impatience. Il y a aussi d'autres unités qui sont pas mal, mais c'est vrai que dans l'Empire, comme c'est une unité de troupe, eh bien c'est l'essentiel, on peut pas construire presque une armée sans. Alors bien sûr, tous les joueurs francophones qui n'ont pas acheté par correspondance ou autre part ont bien sûr des short troopers, enfin n'ont pas de short troopers et font très bien avec, mais c'est vrai qu'immanquablement, je pense qu'on en verra beaucoup sur les champs de bataille une fois qu'elles seront disponibles. Donc on n'a pas de date, mais en tout cas, c'est en bonne voie, les boîtes existent, elles sont quelque part, peut-être en transit actuellement, donc de bon espoir pour Star Wars Légion. On continue dans le domaine de la distribution et de la disponibilité avec Mars Code Aurora. Donc Mars Code Aurora, si vous suivez la chaîne de Grégory, vous ne pouvez pas ne pas savoir que ça existe, parce qu'il est très très fort, et j'ai fini par me faire avoir aussi. Pourquoi? Parce que, eh bien, Mars Code Aurora, en fait, c'était, alors pour vous mettre un petit peu le contexte si vous ne savez pas, c'est un jeu qui a été auto-édité à la base par ces deux créateurs en fait, et était disponible, alors je sais plus sur quelle plateforme, mais une plateforme en fait où vous payez directement pour que lui puisse imprimer en fait le livre et vous l'envoyez. Et bien maintenant en fait il est édité par Studio Tomahawk, qui est une maison d'édition, si je dis pas de bêtises, mais en fait qui édite en fait des livres. Je sais pas si le terme maison édition c'est très approprié, mais soit, qui est un studio en tout cas d'édition et qui permet, et bien comme ça, de distribuer beaucoup plus facilement, parce que on va pouvoir avoir Mars Code Aurora en boutique directement. Donc il est arrivé normalement, donc si les magasins ont fait leur commande chez Studio Tomahawk, et bien vous devez pouvoir le trouver chez votre vendeur. Autre bonne nouvelle, le livre est à 24 €, alors qu'avant, là encore, si je dis pas de bêtises, il était aux alentours de 40 €, ce qui fait que du coup, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus facile, parce que, bon, entre 24 et 40, enfin 24, bon, on peut tenter l'affaire, se laisser tenter. 40, c'est déjà qu'on a vraiment un petit peu une motivation, qu'on est déjà presque convaincu avant de se lancer. Donc je trouve que c'est une très belle démarche, et ça c'est grâce à Studio Tomahawk qui du coup a vraiment, j'ai discuté avec eux, donc c'est vraiment, ils sont dans une démarche de on aime le jeu, on l'apprécie, on aime les auteurs, donc on va se débrouiller pour que le jeu ait un meilleur rayonnement et qu'il puisse être facilement trouvé chez les revendeurs. Et c'est le cas maintenant, donc
ne passez pas à côté. Si vous voulez des informations, allez sur la chaîne de Grégoric. Moi, je vais vous refaire une review un peu plus tard dès que j'aurai eu le temps de lire un petit peu le bouquin. Mais j'ai vraiment envie de tester parce que c'est comme tous ces jeux où on entend parler, et puis ça dure en fait. C'est pas juste un petit feu de paille. Donc, à force d'en entendre parler, je pense quand même qu'il y a un réel potentiel. Donc, et puis comme j'aime aussi, on a un peu les mêmes goûts avec Grégoric, donc je pense que je devrais prendre beaucoup de plaisir sur Masque d'Aurora. Comme on peut réutiliser en plus les figurines de Core Space, on peut se battre dans le décor de Core Space, tout ça, ça fait que toutes les planètes sont alignées pour que bientôt vous retrouviez aussi du Masque d'Aurora sur la chaîne. Voilà. En tout cas, vous avez l'info, c'est disponible chez votre vendeur. N'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour voir si vous pouvez avoir le bouquin ou pas. Alors on reste dans le domaine de la distribution parce que j'ai appris une excellente nouvelle. La semaine dernière, je vous parlais de Dystopia Noir, magnifique jeu. Je ne pensais que ça allait pas être disponible en France. Eh bien, je me suis trompé et au contraire, c'est bientôt disponible en France. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc ce sera distribué par Légion Distribution, ce qui veut dire que votre vendeur, s'il fonctionne avec eux, eh bien, vous allez pouvoir en avoir chez votre vendeur. Donc ça, c'est très très bien parce qu'il faut faire marcher les revendeurs, on le sait. Et puis après, deuxième chose qui est encore mieux, c'est que ce sera traduit en français. Donc, pas de limite avec le langage, parce que c'est vrai que souvent les petits jeux comme ça, oui, mais c'est pas traduit en français, donc ma communauté, mes amis, etc., ils vont pas vouloir y jouer. Et bien là, plus d'excuses les amis, parce que ce sera directement en français. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues sur Dystopia Noir pour l'année 2021, parce que c'est vrai que Warcradle, depuis le temps qu'ils ont la licence, en fait, ils ont eu le temps de beaucoup travailler dessus, et moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que depuis 3 ans, en fait, il se passait rien depuis qu'ils avaient la licence, mais là, avec le virus, en fait, ils se sont dit, bon, qu'on a du temps, on peut refaire les choses, et déjà, ça va être beaucoup de grappes plastiques en injection, donc ça c'est vraiment top. Il y aura un mix, résine et plastique, mais ça va quand même être très très bien. Et puis ils ont pu bosser le jeu, bosser un petit peu toute la gamme, tout l'univers. Et alors je sais pas combien ils ont, parce qu'en fait dans cette V3 de Dystopia Noir, ils ont changé un petit peu les choses. Ils ont regroupé en fait des factions, par exemple, avant les Français et les Italiens, c'était 2 nations vraiment différentes. Là maintenant, c'est une alliance franco-italienne. Donc je sais pas, je me suis pas encore trop attardé, je verrai ça un petit peu quand j'aurai la boîte entre les mains. Mais en tout cas, il y a plusieurs factions qui devraient sortir, plusieurs nations qui devraient sortir cette année. Donc de quoi vraiment bien alimenter la machine Dystopia Noir. Parce que c'est vrai que si on vous sort juste une boîte de base et que derrière, il n'y a rien qui suit, le jeu il va peiner en fait à se lancer. Parce qu'il faut toujours la petite faction qui va plaire à votre ami. Vous savez, il aime pas celle de la boîte de base. Donc vous lui montrez un petit peu tout ce qu'il y a et là il va trouver la faction qui lui plaît et vous allez avoir vos partenaires de jeu. Voilà. En tout cas, moi je n'ai pas tardé à me commander un tapis chez Crank Wargame pour pouvoir vous faire rapidement une belle présentation. En plus là pour le coup, pour une fois, j'ai déjà beaucoup de figurines. Donc c'est pas comme d'habitude où je vous montre un jeu que je viens de découvrir et il faut que je monte, que je peigne les figurines. Là des armées de Dystopia Noir, ça va, j'ai largement de quoi faire. J'ai des terrains, des petites îles qui vont bien. Donc je pense que je vais rapidement pouvoir vous proposer quelque chose d'assez joli en rapport avec le jeu. Voilà, donc très bonne nouvelle, bravo Légion Distribution, bravo Warcradle, bravo tout le monde, et bienvenue dans l'année 2021 qui sera aussi celle de Dystopia Noir. Et puis on va terminer encore avec la distribution et des sous, voilà, c'était un peu la thématique de cet épisode. Et bien, ce qui a fait parler beaucoup et coller beaucoup d'encre électronique, c'est justement la TVA qui se répercute sur les Kickstarter. Donc il y a 2 choses. Premièrement, c'est vrai qu'avec le Brexit, il y a aussi en fait 20% qui viennent pour tous les acheteurs en fait particuliers qui vont acheter en Angleterre. C'est-à-dire que typiquement sur les sites comme Wayland, eh bien ça va avoir un impact. Ça a aussi un impact dans le sens contraire, c'est-à-dire que si il y a un artisan français qui va vendre en fait à des clients en fait anglais, eh bien directement il y aura de la TVA. Par exemple, ça peut arriver sur eBay. Si vous avez une boutique eBay, eh bien comme eBay en fait s'occupe automatiquement lui-même de facturer la TVA, eh bien il y a une hausse de 20% pour les prix de vote à l'export sur l'Angleterre. Et bien sûr, dans le sens qui peut vous intéresser un peu plus dans l'importation aussi. Donc c'est pas négligeable, ça change vraiment beaucoup de choses. Après, si il y avait une petite discussion là-dessus sur est-ce que du coup c'est bien parce que ça peut faire vivre en fait les boutiques françaises. Alors oui, sans doute ça va améliorer le sort un peu des revendeurs francophones, parce que c'est vrai qu'un revendeur qui devait se battre contre des prix qui déjà entre le prix anglais et le prix français, enfin le prix en euros, il y avait déjà un écart. C'était pas juste une conversion du taux de change, c'était vraiment, on fixait, limite, on allait vraiment faire un taux de change vraiment très avantageux pour le distributeur. Et après, derrière ça, eh bien, il y a des magasins qui typiquement faisaient en plus des grosses remises, donc c'était assez difficile d'être concurrentiel, enfin, c'était même presque pas possible. À une époque donnée, même en plus avec le cours de la livre qui avait vraiment baissé,
on pouvait, enfin, les prix des revendeurs, les revendeurs pouvaient payer plus cher que ce que le client pouvait avoir directement en commandant en Angleterre. Donc évidemment, c'était une situation qui était très difficile pour les revendeurs. Là maintenant, avec cette augmentation, cette taxe du coup, et bah forcément ça redevient un peu plus intéressant d'acheter chez votre revendeur. Et puis après, hein, vous le savez, bien sûr, je défends les revendeurs parce que c'est aussi par eux que les nouveaux joueurs peuvent arriver, c'est aussi par eux que vous pouvez rencontrer vos futurs partenaires de jeu. Faut pas oublier tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour des figurines, parce que c'est vrai que payer ces figurines pas chères, c'est toujours intéressant, bien sûr qu'on a envie de faire profiter ça, mais faut pas oublier qu'il y a des maillons essentiels en fait dans cette chaîne, et les revendeurs, c'est un maillon essentiel. Si votre vendeur disparaît, eh bien déjà d'un, vous n'allez pas forcément découvrir en magasin ce fameux jeu que vous avez découvert. Là, je parle à tous ceux qui ont déjà vécu ça. Vous avez été chez votre vendeur, vous avez vu un jeu, vous avez dit tiens, qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes lancé, vous avez pris du plaisir sur ce jeu. Je pense pas que sur internet, alors bien sûr, vous pouvez regarder bien sûr une chaîne YouTube comme Iggy TV par exemple, où vous allez dire ah oui tiens j'ai découvert ce jeu et c'est comme ça que j'ai découvert. Mais pensez aussi que vous pouvez rencontrer des joueurs en réel, avoir un lieu d'échange, de rencontre, etc. Donc voilà. Et ça, cette balance va se rééquilibrer un petit peu. Et ensuite, le sujet de départ, c'était vraiment sur Kickstarter. En fait, ce qui se passait, c'était que Kickstarter ne répercutait pas la TVA. Et alors, je sais pas si ça va être le cas pour d'autres plateformes de financement. À mon avis, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui a été décidé à l'échelle européenne et que les instances se sont préoccupées de ce domaine-là. Donc, tout le monde va se mettre à pied. Et Kickstarter l'a fait, ce qui fait très très mal parce que du coup, vous vous retrouvez à payer 20% de plus votre pledge. C'était précisé nulle part, ce qui veut dire aussi que quand vous avez, là on l'a vu vraiment beaucoup sur Massive Darkness, là il y a eu très nombreux messages qui portaient là-dessus, et bien une fois que vous êtes parti sur votre pledge, vous vous dites tiens allez je fais le all-in 300, allez bim c'est parti, bon je me saigne un petit peu, mais vous avez votre budget de 300, quand vous devez rajouter 20%, ça commence à faire mal, enfin on le sent vraiment passer, des fois même ça peut être un peu plus. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Et bien sûr, les gens disent bah non, on n'était pas au courant. Et c'est vrai, ça n'a pas été annoncé à l'avance parce que au moment où justement, c'est ça un peu le problème aussi avec Kickstarter, c'est qu'il y a du temps qui passe entre le moment où vous payez et le moment où vous recevez les choses. Et entre temps, il y a des gens qui peuvent perdre des licences. Hein, on l'a vu avec Robotech RPG Tactics par exemple. Et là, on le reverra peut-être encore sans doute. Il y a des choses qui ne sont pas telles qu'elles avaient été promises. Ça arrive souvent. Et puis, il peut y avoir ce type de problème aussi où finalement vous vous retrouvez à la législation change et vous devez repayer quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Donc voilà, faites attention. J'ai vu beaucoup de commentaires dans le sens, du coup maintenant je vais vraiment réfléchir avant de me lancer dans les Kickstarter. C'est vrai que peut-être que l'âge d'or des Kickstarter est derrière nous, je ne sais pas. On le voit de plus en plus. Il y a tellement, si vous suivez la chaîne Le Culte d'idées, je vous invite à aller voir Fred qui est très bien et que j'apprécie beaucoup. Donc je mettrai aussi un petit lien dans la description. Il s'occupe toutes les semaines de regarder comme ça, d'aller regarder un peu tous les Kickstarter. Et en fait, c'est incroyable le nombre de jeux, de figurines qui sortent en Kickstarter. Donc peut-être que ça va immanquablement, ça va changer un petit peu les choses. Après, il y a des contre-mesures qui peuvent être j'ai du mal, être mises en place, comme par exemple, c'est ce qu'on a vu chez Games Workshop. Games Workshop, en fait, a déjà en fait délocalisé un lieu de stockage pour l'avoir directement en Allemagne, ce qui fait qu'on reste dans la communauté européenne, donc c'est plus facile. Pour la gestion, etc. Donc voilà, à voir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, bon voilà, vous avez l'information. C'est quelque chose qu'on a dû voir et qui a été pas mal relayé sur les médias. Donc si vous voulez plus d'infos, voilà, regardez un petit peu. Vous allez trouver des informations, mais voilà, je ne peux pas le passer sous silence parce que ça change immanquablement. Le budget aussi, c'est ce qui va décider des gens des fois à se mettre sur un jeu ou pas. Donc voilà, maintenant vous avez l'information en tout cas. Alors je voulais remercier vraiment tous ceux qui me rejoignent sur Tipeee et Paypal parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir, bien sûr ça encourage immanquablement, donc un gros merci à Sébastien, Franck, Arcarius, Paul Garax, Mantris et Squalala, voilà, et bien sûr tous les autres qui me soutiennent depuis plus longtemps, mais c'est vrai que ça encourage parce que ça veut dire que ça va dans le bon sens et que vous appréciez sans doute mon travail, donc ça fait bien sûr chaud au cœur. Et puis faut pas se le cacher, quand on est des fois jusqu'à 2-3 heures du mat sur le montage en mode, des fois on se dit à quoi bon, c'est vrai que les petits encouragements comme ça avec les messages d'encouragement qui disent allez vas-y continue, t'es sur la bonne voie, lâche pas l'affaire, et du coup ça fait son effet. Voilà, donc j'espère vraiment que la suite des programmes va encore plus vous plaire. En tout cas moi je fais vraiment au maximum pour que ça vous plaise de plus en plus, et puis que je trouve aussi moi mon plaisir, et là c'est vrai que je suis vraiment assez content de ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, merci à tous, et puis abonnez-vous si c'est pas le cas, ce sera une première étape déjà, mettez le pouce up aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.
Alors, je vais vous présenter un des futurs éléments du Kickstarter Dungeon and Laser 2, basé sur les dragons de chez Archon Studio. En effet, on a de bonnes relations, donc du coup, il m'a envoyé cet exemplaire de pré-production, parce que vous savez, dans les Kickstarter, il y a des choses qui sont déjà parues, enfin, qui existent déjà et qui peuvent justement comme ça envoyer à des chaînes YouTube, typiquement, pour en faire la publicité. Donc, j'avais déjà eu quelques éléments, j'avais déjà eu même le premier dragon qu'on verra à la fin en petit comparatif. Et puis là, c'est le dernier sorti, la dernière chose qu'ils ont préparé en fait de leur Kickstarter, à savoir le dragon Schmargonrog. Alors à l'intérieur, vous avez la notice de montage et puis 2 grappes plastiques, donc c'est du vrai plastique à injection qui se colle à la colle polystyrène ou colle à maquette, donc ça c'est vraiment très appréciable. Après la notice, ce que j'aime bien, c'est que vous avez en couleur les éléments que vous êtes en train de coller. Ça c'est plutôt pas mal. Après, on va y revenir, il y a quand même des petites erreurs, donc je ne sais pas, est-ce que ce sera corrigé par la suite dans le Kickstarter avec les versions finales, ou est-ce que c'est assujetti en fait à cette première version, voilà. Bon, en tout cas, au niveau des grappes, c'est plutôt bien rempli. On sent qu'ils ont optimisé en fait l'espace qu'ils avaient pour mettre le maximum de, enfin autant que faire se peut un maximum en fait d'éléments. Et c'est des éléments qui sont assez éloignés les uns des autres parce que sur d'autres marques, chez Games Workshop par exemple, en fait, vous avez une densité qui est extrême. Par contre, ça peut des fois être difficile de passer sa pince coupante, mais sinon, voilà, c'est plutôt pas mal. La gravure, ma foi, est assez détaillée, assez profonde. Ça, c'est vraiment bien quand on utilise les peintures contrastes, par exemple, typiquement, ça permet de faire ressortir vraiment très facilement les détails sans trop se casser la tête. Même pour le brossage, typiquement, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je suis plutôt satisfait. Et puis, encore une fois, c'est du plastique, c'est quand même beaucoup plus agréable que la résine ou autre chose. Alors pour dégrapper, j'utilise une pince spéciale avec un côté plat et un côté vraiment coupant, tranchant. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est une pince qui est vraiment très pratique pour couper vraiment proche en fait de la pièce et puis de ne pas marquer beaucoup, de ne pas écraser surtout et de ne pas faire un petit peu les cônes. Je pense que dans une future vidéo, je vous referai une petite review justement là-dessus sur ces pinces-là. C'est pareil, je sais qu'il y en a qui sont assez intéressés par tout ce qui est outillage. Donc là, j'utilise un scalpel, un manche à scalpel qui est vraiment très pratique aussi parce que on a pas mal de force dessus. Malgré tout, on a la possibilité de changer les lames comme sur un scalpel classique. Donc c'est pareil, je vous mets le lien en description. Alors quand vous collez bien sûr une maquette quelle qu'elle soit, essayez toujours de faire un pré-assemblage à vide sans mettre de colle pour voir vraiment comment se mettent les pièces. Des fois quand on a des choses qui sont organiques, et là ça sera le cas sur le corps en fait du dragon, on n'est pas forcément certain de savoir où vont les pièces ensemble. Donc il vaut mieux faire un essai à blanc et une fois qu'on a bien compris, bien repéré l'endroit, vous venez de mettre de la colle plutôt que de mettre de la colle en disant si c'est bon j'ai regardé sur la notice ça va le faire et puis au final vite ah mince ah oui j'avais pas vu ah là là et puis vous mettez un petit peu de colle à un endroit où il faudrait pas. Et comme c'est de la colle qui va faire fondre le plastique, et bien du coup vous abîmez un petit peu la figurine. Donc faites un essai avant, voilà, c'est une économie de temps qui est pas justifiée, hein, donc faites-le. Et puis là ce qui est très pratique justement avec ce dragon, c'est qu'en fait on a des picots à l'intérieur. Donc ça c'est le must parce que vraiment vous mettez les 2 picots ensemble et puis après vous remettez la jonction comme vous le sentez et là il n'y a vraiment aucune chance que vous soyez mal débrouillé. Après, pour ceux qui avaient vu ma première version, enfin ma première review du dragon, on était sur un socle qui était difficile à mettre en place parce que justement il n'y avait pas de picot, il n'y avait pas de détrompeur. Donc la queue du dragon, on la mettait un petit peu comme on le sentait, sans doute pas au bon endroit. Et puis après, l'équilibre du dragon était assez fragile avec les ailes et il avait tendance un peu à, si on le mettait mal, à se casser un petit peu la tête, même pour le faire tenir, c'était compliqué. Là, du coup, avec celui-ci, on a un bon gros socle qui tient bien. Donc là, il n'y a aucun souci de stabilité. Donc vous voyez, c'est ce dont je vous parlais en fait, la pince coupante ne passe pas, et encore c'est une pince coupante extrêmement plate. Si vous prenez si vous avez un outillage un petit peu plus grossier, le problème sera encore plus marqué. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous repassez simplement de l'autre côté. Faites toujours attention suivant justement la pince coupante que vous avez. Si elle est très propre, vous pouvez être proche de la figurine. Par contre, si elle est un petit peu grossière avec la tendance à écraser, mettez-vous un peu loin et venez après travailler avec un petit scalpel pour enlever le petit ergot. Alors une question moi qui m'intéresse toujours, c'est les lignes de moulage. Et là, je trouve que c'est plutôt très très correct. Vous voyez, là, j'ai pas touché, j'ai pas enlevé de ligne de moulage. Et malgré tout, elle est très très légère. Alors après, sur certaines parties, suivant le sens dans lequel ça a été imprimé, vous voyez, par rapport au plan d'impression avec la machine qui vient serrer, il y en a certaines qui sont un peu plus marquées. Mais franchement, ça s'ébarbe nickel. On est très loin de certaines figurines en plastique résineux qui du coup font des petites peaux qui
sont vraiment très désagréables. Là, franchement, avec l'outil Games, les barboires, c'est vraiment nickel. Donc, pas de souci niveau ébarbage. Après, au niveau de la jonction, je trouve que c'est plutôt malin parce qu'elle n'est pas droite en fait, et elle va suivre vraiment les contours de la figurine. Et là, en l'occurrence, c'est des sortes d'écailles. Ça suit de façon un petit peu non linéaire. Donc, ça évite qu'à l'œil, tout de suite, on voit qu'il y ait un trait bizarre qui passe au milieu de votre figurine. Donc, c'est plutôt un beau travail là-dessus. Alors petit conseil, typiquement quand vous venez coller des éléments qui doivent avoir plusieurs jonctions, donc typiquement des pattes qui sont liées au corps et liées au socle, essayez de faire tout d'un bloc parce que si en fait vous laissez une patte d'un côté, vous la laissez sécher, après vous venez coller une deuxième patte, vous la laissez sécher et après vous venez sur le socle, ça peut être un peu compliqué parce que la jonction ne sera pas forcément dans l'angle parfait, surtout sur des figurines de cette taille-là. Donc préparez vos pièces à l'avance et puis après vous venez tout coller en une fois et vous vérifiez bien que la jonction sera parfaite et qu'il n'y aura pas à trop forcer sur la pièce en fait. C'est plus esthétique et aussi c'est plus pratique et ce sera plus résistant aussi. Alors, vous voyez, pour venir coller la queue au socle, eh bien, j'ai fait pas mal de petits tests avant parce que ça me paraissait pas à le mettre comme ça me paraissait pas très facile. Donc, ça permet aussi en fait de bien vérifier le mouvement qu'il faut faire parce que des fois, il y a un sens en fait pour insérer les pièces. Vous voyez, si je le fais comme ça a marché. Si je le fais dans ce sens-là, ça ne marchera pas, ça va accrocher. Donc, encore une fois, vraiment, vérifier avant. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et puis là, c'est assez bien fait parce qu'il y a un tout petit picot, ce qui manque vraiment sur le dragon qu'on avait vu juste avant. Là, il y a un tout petit picot qui permet de se repérer comme ça. Vous êtes sûr que c'est cet endroit-là. Après, vous forcez un petit peu pour que ce soit nickel, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que sinon, avec les écailles pré-incrustées, on avait un doute. Moi, j'étais pas sûr sur le dragon d'avant. Là, du coup, ils ont corrigé ce problème-là. Et je pense que même l'ancien dragon aussi, ils avaient dit qu'ils le corrigeaient dans le Kickstarter. Donc, si vous avez participé au Kickstarter, je pense que le problème, vous ne l'aurez pas du tout. Après, moi, ce que j'apprécie beaucoup avec les maquettes comme ça en plastique, c'est qu'il suffit simplement de mettre un point de colle, de mettre juste la petite pointe comme ça, la petite figurine comme ça, hop, et elle tient directement. Donc, on peut après venir la remodifier. C'est pas comme de la super glue où vous mettez, ah ça y est, c'est solidifié, etc. Donc, franchement, c'est un énorme avantage pour tout ce qui est figurine un peu complexe ou modularité. Vous pouvez poser, regarder, dire, ah non, je préfère que le bras soit plus haut, etc. Donc, si vous avez des figurines en plastique, utilisez toujours vraiment, c'est un gros conseil, mais vraiment faites-le, de la colle à maquette ou de la colle polystyrène et pas de la colle cyano en mode oh j'économise la colle cyano, de toute façon elle fait tout. Non, je pense que c'est encore une fois un mauvais calcul là-dessus. Économisez pas le prix de la colle à maquette, c'est vraiment trop utile pour s'en passer, c'est vraiment trop agréable à utiliser, donc non, ne le faites pas. Alors là, on va arriver à un petit point problématique en fait avec ce kit en pré-release, c'est qu'ils ont oublié de vous mettre l'étape de la notice où vous collez l'autre partie de la griffe en fait du dragon. C'est-à-dire que sa griffe en fait, il a deux bases, deux doigts, mais en fait il y en a 4 au total, donc il y en a 2 autres qui viennent se coller. Et en fait, il y a eu une interversion parce que le numéro en fait des griffes et le numéro des ailes dans la notice. Alors que sur la grappe, en fait, le numéro des ailes n'est pas présent en fait de la notice. Donc voilà, comme ça vous le savez, c'est tout l'avantage d'avoir regardé Fig le mag, c'est que si jamais ce problème persiste, donc je pense que je vais faire le retour à Archon Studio en disant j'ai vu qu'il y avait ce problème-là. Après, il y a vraiment, ça n'a vraiment rien de compliqué. Les ailes, c'est hyper facile de les mettre. Il n'y a pas besoin de notice pour savoir où mettre les ailes. Et c'est pareil, les 2 doigts, vous les collez. C'est très facile. C'est une pièce qui est quand même malgré tout assez grande, donc on peut les mettre sans avoir peur de se tromper. Mais je tenais quand même à vous le préciser. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore regarder la figurine dès que j'ai collé un élément parce que c'est la figurine qui prend vie entre vos mains, votre création, même si c'est pas vous qui l'avez sculptée, mais vous êtes en train de la construire. Et 2 grappes plastiques, on passe à un dragon. J'ai toujours un petit plaisir comme ça. Je pense que vous êtes aussi comme moi. Donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez un petit peu en vidéo. Donc les ailes, c'est peut-être la partie la plus longue à ébarber. Bon après voilà, ça se fait assez facilement. C'est bien sûr sur tout le bord extérieur. Donc vous faites le tour pour être sûr de ne rien avoir oublié. Et puis ça se fait bien. Les grosses parties, vous les enlevez avec le scalpel. Et puis les petites parties, simplement vous venez frotter avec les barboires Games. Et puis ça passe sans problème.
Alors on peut dire qu'il y a une option de montage. Le dragon, il a sur son torse en fait un crâne d'un autre dragon, ce qui peut être assez sympa et ce qui peut aussi. Moi je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je veux que mon dragon il ait ce crâne ou pas? Après je me suis dit, bon, j'ai déjà un autre dragon, il se ressemble pas mal, autant que celui-ci, il ait cette notion un petit peu il a récupéré le squelette d'un autre, etc. Une sorte de mangeur de dragon, un dragon chasseur de dragon, je ne sais pas. C'est peut-être ça ce qu'ils veulent en fait schématiser par ce crâne, mais il y a la possibilité de le monter sans. Voilà. Moi, je l'ai monté avec. Après, je me suis dit aussi, est-ce que je le monterai après pour la peinture? Mais au final, les pièces sont quand même pas mal détachées, donc je pense que ça va être facile de les peindre. J'ai regardé que tout soit accessible quand même. Souvent, il faut réfléchir à ça aussi. Si par contre, il y avait vraiment eu la queue qui passait vraiment trop devant le visage ou les pattes, etc., je pense que peut-être je me serais gardé de le monter en entier. Après, là, comme tout va être accessible, eh ben, je peux le monter en entier, le mettre sur une étagère et puis pour qu'il rejoigne la pile au trésor, vous savez. Et puis quand on a le temps, bah voilà, on va le peindre, mais au moins je sais que j'aurai pas trop de difficultés. Mais si vous avez envie, vous pouvez le mettre sans ce crâne. Et voilà, le dragon terminé. Donc honnêtement, je trouve qu'il a pas mal de charisme en fait, avec un aspect très énergique en fait. C'est pas le dragon endormi, on sent qu'il est sur le point d'attaquer. Alors il a un petit côté avec les ailes qui sont déchirées, un petit peu nécrotique. Et puis justement, comme on a en fait cette cage thoracique avec un crâne je pense à un autre crâne de dragon, eh bien ça passe très bien pour tout ce qui peut être un peu mort-vivant ou alors squelette. Alors c'est pas un dragon squelette, mais avec l'épine dorsale justement, ça peut passer assez bien, je pense, malgré tout. Donc là on voit le détail des ailes qui sont et membraneuses et écailleuses, voilà, avec les petites griffures. Donc il y a des sortes de petites pattes comme ça ou de griffes. Je sais pas ce que ça représente ou des. Alors je pense pas que ce soit des flammes, hein, mais ces sortes d'excroissances comme ça qui sont sur les ailes, qui sont aussi assez originales. Honnêtement, je trouve que vraiment le gros avantage de ce dragon et ce qui le caractérise par rapport à la collection de dragons de chez Arcan Studio, c'est vraiment cette épine dorsale, voilà, qui le traverse et qui peut se peindre assez facilement et qui va donner en fait, vous voyez, avec les sortes de pattes là qui viennent comme ça sur le pourtour, on pourrait presque même voir ça comme une sorte d'armure extérieure au dragon, dans le peignant vraiment différemment, et c'est ce qui le caractérise et qui le fait ressortir, je pense, et qui donne tout le caractère à la figurine. Après, l'idée que la queue tourne autour de lui comme ça et du socle, je trouve ça très sympa parce que ça diminue en fait le volume pour le transport. Ça peut être pas mal, même si vous avez des figurines à côté sur le plateau de jeu, parce que si vous avez la queue qui balaye, si vous jouez sur du jeu de rôle ou quoi que ce soit, et ben ça peut être un peu embêtant de ne pas pouvoir mettre en fait des figurines justement au contact du dragon, si on est là pour lui mettre un bon coup d'épée ou de hache. Donc là c'est plutôt malin, et puis il y a une bonne dynamique avec cette spirale qui entoure et qui souligne le dragon. Donc je pense qu'il est, j'aime bien en fait cet aspect des choses, avec la tête aussi recourbée comme ça en mode attaque, en mode un petit peu comme une sorte de serpent. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. On termine sur la comparaison avec son petit frère ou son grand frère, ça dépend. Je trouve qu'il est quand même un peu mieux fini celui-ci. Il y a un petit peu plus de détails, hein. Ça se voit surtout sur la façon dont c'est fait les ailes, même les épaulettes ici, là, sur le premier par rapport justement au nouveau. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, hein, le premier. Je trouve que c'est quand même un peu plus sympa. Je trouve un peu plus travaillé, si j'avais à choisir, voilà. Sauf si, bien sûr, vous n'aimez pas le côté, les cornes, un petit peu comme ça, et puis là, ce qui fait justement, encore une fois, sa particularité, l'espèce d'épine dorsale, et bien on peut préférer l'autre qui fait un petit peu plus naturel, un peu plus dragon des bois, dragon des forêts. Là, on est plus sur un dragon volcanique, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis, comme ils l'ont peint, enfin, comme ils l'ont mis dans des teintes rouges sur la boîte, c'est vrai que c'est ce que ça évoque aussi, hein, voilà. Donc, encore une fois, merci à Arcan Studio de m'avoir permis de faire cette petite preview. Et puis, ben voilà, on se retrouvera peut-être une fois en live pour faire la peinture de ce dragon, qui sait, sait-on jamais. Et voilà, ce numéro 3 est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit, j'ai déjà commencé à travailler sur le numéro 4. Il sera un petit peu différent, peut-être un petit peu moins d'actu, et je vais essayer de mettre un petit peu plus de sujets. Alors, je ne sais pas encore, hein, on va regarder. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse vraiment compiler tout ça, faire le bilan des 4 numéros du premier mois de janvier, et puis savoir comment revenir au mois de février avec un magazine qui vous plaît le plus possible et qui est aussi en accord avec moi, là où je me plais et ce que j'aime faire. Voilà, donc n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous aussi bien sûr, et puis partagez, likez, faites de la pub, et puis surtout amusez-vous avec le jeu de figurines. Allez, à bientôt, salut à tous.